Il y a eu élection générale ou si vous voulez combiner législatives nationales et provinciales, municipales et la présidentielle au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Place à présent aux tractations, aux grandes manœuvres post-électorales. Vous l'avez déjà remarqué car elles ont bel et bien commencé. Messieurs et dames, très ravis de vous savoir, des milliers comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes, c'est en jeu. De fil en aiguille, découvrons à présent notre invité du jour. C'est la célèbre rubrique EJ Homo. Moi, c'est Maître Arnaud de Bombolo. Je suis avocat, ayant plus ou moins une expérience de 10 ans au barreau. Je suis chercheur en droit public interne de l'Université de Kinshasa. Je suis acteur politique. J'ai été candidat en 2018 dans la circonscription électorale d'Ingende. Je suis un acteur politique. Maître Arnold Bombolo, mois de janvier oblige, mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, vous allez bien? Non, je vais très bien. Après un moment d'intense activité avec la campagne, les élections, vous allez bien? Non, je vais très bien parce que nous étions candidats, pas n'importe lequel. Nous étions candidats et à battu campagne dans notre territoire d'Ingende. Mais malheureusement, le système Kadima ne nous a pas permis à ce que nous puissions avoir le siège. Merci beaucoup. On s'installe. Les systèmes Kadima, donc on comprend, on peut déjà vous considérer comme étant un candidat malheureux. Mais qu'est-ce que le système Kadima fait? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le système Kadima, c'est la loi électorale, c'est le système électoral voulu par les législateurs congolais. Premièrement, je ne dirais pas que je suis un candidat malheureux, mais plutôt un candidat qui a été gommé par le système Kadima du fait que le processus électoral dans notre pays n'a pas été organisé conformément à la loi électorale. Expliquez-vous. Je peux vous donner un exemple, d'ailleurs je m'explique là-dessus. Dans notre territoire d'Ingende, l'élection législative nationale, disons, les élections législatives nationales et présidentielles, provinciales, ont eu lieu le 24 décembre 2023. Or, 4 jours après. Tout à fait 4 jours après, la loi électorale est claire là-dessus. Le jour du vote doit être une journée fériée. Et on n'avait qu'une seule journée fériée qui a été décrétée par la CENI conformément dans son communiqué, ainsi que par la décision qui a été prise par la CENI. Et cette décision avait considéré seulement la date du 20 comme étant la date butoir pour l'organisation des élections. Alors tout ce qui s'est passé en dehors du 20, c'est-à-dire le 21, 22, 23, 24, 25, ce sont des dates purement illégales créées par Kadima. Et c'est au cours de cette date-là, au cours de ces jours-là, que les gens ont profité pour avoir des machines à voter, pour voter dans leur maison. Je peux encore vous donner un exemple, non seulement à Ingende, même dans les territoires des Bomongo, un candidat, je souligne bien de l'UDPS. Votre allié, parce que vous êtes des l'Union sacrée. A logé dans son quartier général, dans sa maison, tous les services de sécurité territoriale, entre autres. Le commandant SIAT de la police Bomongo était logé chez lui. Le chef de l'antenne CENI Bomongo était logé chez lui. Le log était logé chez lui. L'informaticien était logé chez lui à la maison. Donc, pendant que la population de Bomongo votait dans les différents centres de vote,
L'informaticien triquait déjà les résultats et envoyait déjà les résultats au travers les touraillers ainsi que le système qui a été mis en place par M. Kadima en faveur d'un candidat. Et je vous rassure qu'à Bomongo, il y a eu mort d'homme. Au jour d'aujourd'hui, le colonel en question est Andolo poursuivi pour meurtre et les logs de la CENI qui a été arrêté, il est entre les mains des services, donc je crois d'ici là, il sera déféré devant les cours des tribunaux. Donc avec ce système-là, les élections, on peut dire effectivement qu'il y a eu élection, mais pas conformément Mais Maître à la loi. Bombolo, vous êtes avocat, praticien de droit. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que vous allez vous plaindre. Documenter tout cela, saisissez la justice. Effectivement, sauf que nous sommes, d'abord je vous rassure que nous sommes au contentieux devant, vous avez saisi la justice devant la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, je vous dis, la Cour constitutionnelle, qui est considérée comme étant la clé de voûte de la démocratie, a laissé un peu à la CENI, et il risque encore de laisser un peu à la CENI la charge de commettre encore des erreurs prochaines. Je vous donne encore un exemple. La CENI a retiré les suffrages, a annulé pas les mais les scrutins dans certains territoires de la République. Pendant que la CENI n'a pas cette compétence-là, parce que l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale donne cette compétence seule à la Cour constitutionnelle, soit d'annuler les suffrages ou d'annuler carrément les élections. Mais la CENI s'est fait justice. Et il fallait que la Cour constitutionnelle, moi si j'étais le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ce que j'aurais pu faire, j'allais poursuivre la CENI. Mais malheureusement, la Cour constitutionnelle qui est considérée comme étant la clé de voûte de la, même s'il y a des démocratie, bourdes, il y a flagrance, la CENI constate, elle ne peut prendre aucune décision, alors que la même loi dit la CENI peut délibérer. Délibérer, c'est prendre des décisions. Non, non, délibérer, c'est dans les conditions qui sont prévues par la loi électorale ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est-à-dire, lors des réceptions de la candidature, la CENI a le pouvoir de délibérer sur les candidatures. C'est-à-dire que lorsqu'un candidat ne remplit pas les conditions conformément à la loi électorale, la CENI peut délibérer là-dessus et puis invalider sa candidature. Mais ici, nous parlons des suffrages, parce qu'en droit administratif, la compétence est d'attribution. Pour que la CENI puisse agir ainsi, il aurait fallu une loi lui donne le pouvoir d'agir ou soit de retirer ou d'annuler les élections. Or, lorsque nous parcourons toutes les lois de la République, en commençant par la Constitution, la loi électorale, même la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, nulle part les législateurs dit expressis verbis que la CENI a le pouvoir d'annuler les élections ou de sanctionner les candidats tout en retirant leur suffrage électoral. Cette compétence-là est réservée à la Cour constitutionnelle. On en a connu depuis 2006. En 2006, toujours à l'époque, c'était le Grand Équateur, le territoire de Befali, actuellement dans la province de Chiapa. L'élection législative n'avait pas eu lieu le même jour. Il y a eu lieu peut-être une année ou 2 ans après. C'était sur base d'une décision à l'époque de la Cour suprême de justice. Une décision judiciaire. Une décision judiciaire. Même en 2011, il y a certains territoires qui ont été recalés suite à l'insécurité. C'était par l'arrêt de la Cour suprême en 2011. En 2018, c'était sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle et a constaté l'insécurité dans certains coins de la République dont les élections ont été repoussées ou carrément n'a pas eu lieu. Mais en 2018, une très mauvaise jurisprudence en matière électorale, la CENI s'est fait justice et la CENI est allée même plus loin jusqu'à violer sa propre loi. Donc c'est vraiment regrettable pour ce pays. Et bon, malheureusement, nous sommes allés effectivement à la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous attirons l'attention de nos juges. Nous avons de très bons juges à la Cour constitutionnelle. Et ce sont des juges-là. On les appelle même des sages. Mais effectivement, ce sont des sages, non seulement des sages, mais ce sont des juges qui tiennent à main la démocratie de notre pays. Donc, sans la Cour constitutionnelle, on ne peut jamais parler de la démocratie. La Cour constitutionnelle en démocratie est considérée comme étant la clé de voûte de cette démocratie. Mais lorsque la clé de voûte de cette démocratie veut faire plaisir
à une institution, vous savez que déjà la démocratie sera en danger. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus d'abord attirer l'attention de nos vaillants juges, des juges très intelligents que je connais, en commençant par le président Kambouleta. Je l'ai connu pendant qu'il était encore juge du siège au niveau des juridictions inférieures, et aujourd'hui il est devant la haute juridiction de notre pays. Il doit vraiment faire preuve d'une maturité judiciaire possible pour sauver notre démocratie qui est en danger par le système, peu importe la loi électorale. Parce que les gens parlent du seuil, les gens parlent du conseil électoral. Le seuil est légal. Non, tout à fait, le seuil est légal. Mais il ne faut pas profiter de cette légalité-là du seuil pour organiser une élection chaotique et puis prendre les prétextes du seuil. Combien de partis politiques ont atteint le seuil? Aujourd'hui, ils sont en train de pernicher. Ils sont nombreux. Si aujourd'hui nous sentons... Ils ont atteint les seuils, mais aucun candidat déclaré élu. Donc, ça ne peut jamais se faire. Parce que pour qu'on vous donne, on vous attribue un siège, il faudrait d'abord atteindre le seuil. Donc, comment un parti politique qui atteint le seuil, mais n'a pas d'élu? Même au niveau provincial, ainsi qu'au niveau national. C'est inconcevable. Kadima nous doit des explications. Effectivement, Kadima doit nous expliquer. Un parti politique qui atteint le seuil, mais n'a pas d'élu. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme électoral? Donc, on aurait bien voulu comprendre que ce parti-là n'a pas atteint le seuil et qu'il n'a pas de députés. Mais atteindre le seuil, ne pas avoir les députés, c'est vouloir une chose et son contraire à la fois. La démocratie congolaise en danger, vous l'avez dit, parlons-en. D'ailleurs, c'est lundi 29 déjà, le secrétaire général va convoquer une assemblée, une plénière extraordinaire, tout justement pour valider la candidature de ces nouveaux élus. Mais hélas, sur 477 députés déclarés provisoirement élus par la CENI, une vingtaine, hein? À peine une vingtaine d'élus estampillés opposition, parce que nous sommes à Kinshasa, miroir de la capitale de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aucun député élu sur la liste de l'opposition. Ce qui est inédit depuis 2006. Continuez-vous là encore, c'est encore là une preuve de plus que la démocratie congolaise est en péril? Non, là-dessus, il faut faire la démarcation. Vous savez, en 2023, lors des élections, et surtout pendant qu'on déposait des candidatures, c'est-à-dire il y a une partie de l'opposition qui a neutralisé son propre camp. Du fait déjà pour un camp, parce qu'en 2018, Fayoulou était quand même deuxième, il n'était pas les moindres, mais du fait de ne pas présenter les candidats députés nationaux et provinciaux, donc il donnait déjà une passe en or à l'Union sacrée de rafler tous les sièges. Ça, c'est d'abord de un. Et de deux, au sein de l'opposition... Fayoulou n'était pas le seul candidat de l'opposition. Non, il y a M. Mouzito, il y a M. Katumbi, il y a M. le docteur prix Nobel de la paix. Non, nous devons dire la vérité. Ici à Kinshasa, quel parti politique qui a mobilisé plus de 2018 en 2023? Mais c'est les SIDE qui avait plus de communicateurs remarqués et remarquables sur terrain. C'était les SIDE. Alors, du fait déjà pour les SIDE de ne pas aller à l'élection législative nationale et provinciale, c'était une façon de donner une passe en or à l'Union sacrée. Et c'est ce qui est fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'opposition... Dans l'absence de les idées. C'est ça l'une des conséquences. Tout à fait, parce qu'ici à Kinshasa, je ne voyais pas vraiment un élu, par exemple, d'Ensemble pour la République, dans la ville de Kinshasa, au niveau provincial. En tout cas, je ne voyais pas. Même avant les élections. Parce que les élections se préparent. Et du nouvel élan? Effectivement, donc ils n'étaient pas sur terrain. Les gens n'étaient pas sur terrain. Donc les gens étaient dans leur maison, ils pensaient que... Beaucoup étaient encore sceptiques, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection, ou soit pendant la campagne, nous allons tout faire avec un discours démagogique pour convaincre la population. Or, le peuple congolais, en 2028, était assez mature. 2023. Disons,
2023, je m'excuse, était assez mature pour voter des candidats députés nationaux, provinciaux, ainsi que les candidats présidents de la République pour le changement qualitatif et profond de notre société. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, l'opposition veut crier à la fraude, mais pendant que la fraude a été occasionnée par l'opposition elle-même et surtout les camps Fayoulou. Parce que si aujourd'hui les camps Fayoulou avaient déposé les candidatures à tous les niveaux, on aurait voir l'équilibre institutionnel, ne fût-ce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais comme Fayoulou n'avait pas placé les candidats députés nationaux et provinciaux, et cela a permis à ce que l'Union sacrée puisse rafler tous les sièges de Kinshasa. Oui, mais si c'est là, peut se justifier pour la ville de Kinshasa, mais à l'Assemblée nationale, je crois qu'il faudra trouver d'autres explications. Non, comment expliquer rien qu'une vingtaine de candidats de l'opposition? Non, à l'Assemblée nationale. C'est l'ensemble du territoire national. Ça s'explique aussi. Là où il y a... ça s'explique aussi. Là où il y a Moïse Katumbi, il y a Sesanga, il y a Matata Pogno, il y a Mkwege. Comment expliquer cette maigre moisson de l'opposition? Moi je peux vous donner un secret. On vient d'ailleurs de le dire, sans le savoir. L'opposition n'était pas prête pour aller aux élections. Ça, c'est d'abord de un. Et de deux, l'opposition ne croyait pas au processus électoral et les gens ne pensaient même pas que Kadima allait organiser les élections dans les délais constitutionnels. Même moi-même, j'étais parmi ceux qui croyaient que Kadima ne va pas respecter... Même la veille du 20 janvier. Tout à fait. Les gens alors on avait déjà entamé la campagne. Tout à fait. Mais on nous racontait... les gens pensaient qu'il peut y avoir... On nous racontait n'importe quoi. De 3 mois, 4 mois. Alors, les gens, il y aura un dialogue. Tout à fait, il y aurait un dialogue. Voilà pourquoi même certains candidats qui n'avaient pas un poids politique considérable sur l'ensemble du pays se sont fait des candidats présidents de la République. Ils sont nombreux. Or, en 2023, il n'y en avait que 2 candidats phares. Le président réélu Félix Antoine Tshisekedi et M. Moïse Katumbi. Donc, ils étaient qu'à 2. Il aurait fallu que les autres candidats, surtout de l'opposition... Là, vous ignorez Fayoulou? Non, je n'ignore pas. Parce que vous savez, au départ déjà, Fayoulou n'était pas partie prenante. Il est revenu dans les processus, ça pour autant bien préparer les terrains. Ça, il n'était pas en ordre des batailles. Non, ça c'est de 1. Il est allé sans ses lieutenants. Et de 2, Fayoulou est allé avec l'allié de taille. Il était seul. Fayoulou n'avait pas des alliés. Vous voyez, en 2018, Fayoulou avait comme allié Jean-Pierre Bemba, avait comme allié Katumbi, comme allié Mouzitou, et puis le peuple congolais voulait aussi un changement. C'est par là que Fayoulou avait quand même un poids politique considérable en 2018. Mais nous sommes arrivés en 2023, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il se prenait pour le même Fayoulou de 2018. Tout à fait. Alors que les contextes avaient complètement changé. Le contexte a totalement changé parce que tous les poids lourds qui étaient derrière lui en 2018, certains sont allés derrière le président Félix Tshisekedi et les autres étaient eux-mêmes des candidats, entre autres Moïse Katumbi était candidat déjà pour le Grand Katanga. Donc c'était impossible de voter à même ne fût-ce qu'à 20% pour Fayoulou, pendant que Katumbi était là. Mouzitou lui-même aussi était candidat président de la République dans le Grand Bandundu. Donc il fallait, les voix de l'opposition ont été miettées. À l'est du pays, l'Union sacrée avait des alliés de taille, comme Vital Kamerhe, comme Bahati Lukwebo, Bitakwira, ainsi de suite. Grand Équateur, il y avait des Guilwando, des Jean-Pierre Bemba, il y avait des gens Lucien Moussa, ces gens-là, Liaou, donc des Molendo Sakombi, ce sont des gens qui ont battu campagne pour le président de la République. Alors l'opposition avait quel allié de taille? Président Fayoulou, mais président Mouzitou est allé seul, sans allié. Katumbi est allé avec des alliés, effectivement, mais pas des alliés qui ont quand même l'ancrage sociologique dans notre pays. Il y avait Franck Diongo. Quelqu'un comme Kikouni. Kikouni, même pour se faire élire député national, c'est difficile pour lui. Je crois même provincial, il aura du mal. En tout cas,
Mais bien sûr, mais quelqu'un comme ça, vous le prenez comme étant votre allié. Qu'est-ce qu'il va vous donner si ce n'est que des zéro voix? Nous avons les vieux Franck Diongo. Effectivement, vieux qui n'a Franck pas été Diongo, élu, ni ni au provincial, ni au national. Alors, quelqu'un comme ça, vous le faites votre allié. Vous pensez à quoi? À l'échec. Dans les bas Congo, on avait les vieux Vwemba. Vwemba, effectivement. Donc, il fallait avoir des alliés de taille. Tout ça joue. Les élections dans notre pays sont d'abord... Donc l'opposition n'a pas su faire de très bons calculs. Effectivement, donc les calculs au sein de l'opposition n'ont pas été bien faits. Et voilà pourquoi, avec un petit discours que le président Félix Tshisekedi avait développé, ça fait en sorte que la population soit convaincue de voter encore pour le président Félix Tshisekedi. Parce que les Congolais, s'il faut voir là où les Congolais sont unis, il faut parler de leur terre. Là, les Congolais sont unis. Quand quelqu'un, on vous dit déjà que l'autre, c'est un candidat de l'étranger, on sait bien que... Mais c'est quand même un discours dangereux. Non, ce n'est pas un discours dangereux. Candidat de l'étranger. Un candidat de l'étranger, c'est un candidat qui est fabriqué par l'étranger pour venir diviser les pays, afin que notre pays soit balkanisé. Et apparemment, ça a marché. Effectivement, ça a marché parce que même les Congolais, même ceux qui sont à l'Est, ne veulent pas entendre que notre pays soit balkanisé, et surtout les candidats de l'étranger. Parce que ce sont ces candidats-là qui sont des mèches avec le Rwanda, l'Ouganda pour terroriser notre pays. Et ce sont les mêmes candidats que nous avions connus, vus battre campagne en 2023, entre autres président Moïse Katumbi. Il a été considéré comme étant candidat de l'étranger. Il est arrivé en Mbandaka. Mais il parlait le lingala, personne ne comprenait sa langue. Il était en difficulté de communier d'abord avec la population. L'homme des VAR vidéo. Effectivement. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé... Même en Gilles ici, tout à fait. La communication n'était pas bonne avec la population. Mais pendant que le président Félix Tshisekedi est arrivé en Mbandaka, d'abord il a commencé à parler en Kimongo. Ah, c'est vrai ça? Effectivement, il a commencé à parler en Kimongo. Je comprends. Donc déjà en Mbandaka, lorsque vous parlez déjà le Kimongo, sachez-le que vous êtes les bienvenus. Les courants passent. Les courants passent facilement. Et il a parlé le même langage, les mêmes slogans que la population de Mbandaka utilise. Ce sont ces slogans-là que le président a utilisés. Lorsqu'il est arrivé, il sait qu'à Mbandaka, les gens parlent trop de Bola Lima. Il a utilisé le même terme. Dès que je suis élu, vous n'aurez plus seulement Bola Lima, mais vous aurez tant d'autres industries. Alors, donc la population était déjà contente d'entendre effectivement que le président connaît notre langage. Et sur base de ce langage-là, il y a eu connexion entre lui ainsi que la population. Donc, pour l'opposition, c'était difficile. Vous venez en Mbandaka, vous ne connaissez même pas les slogans de Mbandaka. Comment va vous voter? Vous partez, par exemple, dans le Congo central. Mais il faut savoir communier avec la population. Il faut savoir faire... l'attraction entre un candidat avec la population, il faut savoir le faire. Il faut une complicité. Il faut une complicité. Lorsqu'il n'y a pas cette complicité-là, mais comment vous serez élu? Et c'est ce qui a occasionné la victoire écrasante du président Félix Tshisekedi face à l'opposition. 73%. Effectivement, c'était prévisible. Ça se justifie. C'était prévisible. Un score stalinien en plein 21e siècle. Effectivement. Donc, c'était le résultat. Mais au début de l'émission, vous y étiez dès l'entame, non, je n'ai pas été élu à cause du système Kadima. Ouais. Mais peut-être aussi que le président Tshisekedi a été élu grâce au système Kadima que vous reprochez. Voilà. Là-dessus, je m'explique. Le système Kadima, c'est un système qui n'a pas permis aux candidats, et surtout députés nationaux et provinciaux, d'avoir leur propre siège. Pour l'élection présidentielle, il n'y avait pas le seuil. Il n'y avait pas le seuil. C'est à la majorité, d'ailleurs, c'est à la majorité simple. Majorité simple. À la majorité simple. Premier tour. Mais le président a fait une majorité écrasante, une majorité absolue. Tandis qu'au niveau de l'élection législative nationale et provinciale, au niveau national, il y a eu une condition sine qua non du seuil d'éligibilité d'1%. Au niveau provincial, les 3%. Et au niveau communal, 10%. Tout à fait. Alors, le seuil là, je donne un exemple. Dans une circonscription donnée à Ingende, un candidat qui avait 16 000 voix, mais son parti n'a pas atteint le seuil. Son deuxième
qui n'avaient peut-être que 2000 ou 3000 voix, son parti a atteint le seuil. Le système Kadima va faire en sorte, avec le seuil électoral, va enlever celui qui a plus de voix, parce que son parti n'a pas atteint le seuil, et donner le siège aux partis qui ont atteint le seuil, avec n'importe quelle voix, même avec 500 voix. Donc, on a des députés quelqu'un qui a fait 10 000 voix. Tout à fait, il n'est pas élu. Pourquoi? Parce que son parti politique n'a pas atteint le seuil. Ou son regroupement. Ou son regroupement. Ça, c'est un. Deux. Les irrégularités, parce qu'il y a eu des candidats députés nationaux. On n'a pas attrapé un candidat président de la République avec des machines à voter. On a attrapé certains candidats députés nationaux et provinciaux. Mais ces candidats députés nationaux et provinciaux avaient voté pour un candidat président. Lesquels? Parce que, suivez mon regard, ils sont tous de l'Union sacrée. Non, là maintenant, il faut prouver que ces gens-là votaient pour aussi un candidat président de la République. Mais c'est de la logique simple. Non, c'est pas de la logique. Je peux vous donner un exemple. Dans ma circonscription électorale, un candidat de l'Union sacrée, arrivé au centre des votes, il dit, moi je veux voter un candidat que je considère comme étant de l'étranger. Mais il est de l'Union sacrée. C'est-à-dire, l'Union sacrée n'est pas un regroupement politique ou une plateforme politique autour d'une idéologie, non. C'est les fourre-tout. Donc, on est en train de mélanger tout le monde au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée. Et puis, c'est sur base de ça que nous avions connu des élections tellement chaotiques. Donc, le système Kadima, c'est ce système-là. Parce que les candidats députés nationaux et provinciaux en question, où est-ce qu'ils avaient trouvé des machines à voter? Où est-ce qu'ils avaient trouvé des machines à voter? La Kadima doit nous expliquer. La Kadima nous donne des explications là-dessus. Voilà un peu là où j'ai dit que le système Kadima n'était pas un très bon système, pour l'organisation de notre pays, et surtout avec la loi électorale actuelle, une loi purement conflictogène, et puis un système tellement chaotique avec une élection qui a été prolongée pendant une semaine. Alors voilà pourquoi il y a eu des irrégularités. Mais même ces irrégularités-là, la loi électorale est claire. Est-ce que les irrégularités en question pouvaient avoir l'influence sur l'élection? Modifier l'ordre d'arrivée? Je ne crois pas. Et c'est sur base de ça la Cour constitutionnelle avait validé l'élection au niveau... Alors, Maître Bomolo, parce que vous avez parlé de l'Union sacrée, qu'on peut considérer comme un fourre-tout, les tractations, les manœuvres post-électorales, les manœuvres politiques post-électorales au sein de votre famille politique, l'Union sacrée, nous avons vu naître les PCR, les pactes pour un Congo retrouvé, chapeauté par Kamere, Tony Kankou, Boussa et Paloukou. Mais on a l'impression que ça ne passe pas au sein de l'Union sacrée. Il y a levé des boucliers et ces quatre leaders sont traités de tous les noms d'oiseaux. C'est aussi ça votre lecture? Non, vous savez, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux en politique. Après la publication des élections législatives nationales et provinciales, les partis politiques au sein de l'Union sacrée ont compris que seul l'UDPS a la quasi-majorité des élus. Vous voulez dire que l'UDPS les a roulés? Non. C'est des bonnes guerres. Non. Ce sont des bonnes guerres. Nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Voilà pourquoi j'ai commencé dans mon introduction pour cette question. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. L'UDPS avait compris et l'UDPS a joué son jeu. Les partis politiques au sein de l'Union sacrée n'avaient pas compris et ils n'ont pas joué les jeux. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, pour avoir un poids politique considérable au niveau de l'Assemblée nationale, les nombres comptent. Tout à fait, parce que les nombres des députés comptent. Il faut que les gens se regroupent autour d'une question parlementaire. La question parlementaire, c'est autour de la majorité parlementaire. Parce qu'il faudrait dégager cette majorité parlementaire-là. Or, s'il faut bien dégager la majorité parlementaire pour faire face à l'UDPS, il faut se regrouper. Et pour moi, ce sont des bonnes guerres. Ce que Vital Kamerhe et les autres ont fait, moi j'encouragerais aussi aux autres de le faire. Parce que si les autres n'ont pas fait, seul l'UDPS risque
d'avoir 30 ministres au sein du gouvernement, comment expliquer maintenant avoir que le président de l'Assemblée nationale. Quand il y a Vital Kamerhe sans gants, tous les coups c'est permis, on tire à boulet rouge sur Vital Kamerhe, qu'est-ce qui peut les justifier? Non, alors que la démarche est régulière, la démarche n'est pas du tout illégale. Vous savez, depuis 2006, c'est ce que j'ai compris, on donne toujours à Vital Kamerhe tort au début, mais on revient toujours sur ses traces. Il est toujours mal compris. Il a été toujours mal compris au début, mais à la fin, il a été compris. Ce que Vital Kamerhe fait aujourd'hui, c'est juste pour faire face à l'UDPS. Non, mais c'est du chantage. Il veut faire du chantage au chef. Non, non, il veut faire du forcing. Parce que lui se voit déjà comme étant prochain locataire de la primature. Non, mais ce sont des bonnes guerres. C'est une ambition légitime. Si Kamerhe s'est dit au sein de l'Union sacrée, je ne vois personne qui peut faire face avec moi. Je suis le mieux placé. Je suis le mieux placé pour occuper ces postes-là. Il n'a qu'à utiliser ces stratégies. Et c'est légal, c'est normal, c'est légitime. Moi, d'ailleurs, j'encouragerais aux autres d'emboîter le pas de Vital Kamerhe. Il y a ça, Maloukonde aussi. Tout à fait. Au lieu de tirer qui sur Vital tente quelque Kamerhe, chose, mais qui semble se rétracter. Non, au lieu de tirer sur Vital Kamerhe, il faut plutôt voir les bons côtés de ce que Vital Kamerhe a fait. En tout cas, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Pour moi, il faudrait que les autres puissent emboîter le pas, en fait, de faire face à l'UDPS. Parce que si aujourd'hui... On dit qu'il est allé trop vite en besogne, il devait attendre l'informateur, et c'est peut-être devant l'informateur qui devait faire savoir que voilà, nous sommes organisés en un grand regroupement, parce que comme vous le dites, l'Union sacrée n'a rien à voir avec la majorité parlementaire qui doit se former, mais lui est allé un peu trop vite en besogne. Non, non, Vital Kamerhe n'est pas allé trop vite. Vital Kamerhe facilite la tâche à l'informateur qui sera nommé pour dégager la majorité parlementaire facilement. Parce qu'au lieu de consulter des partis politiques, ils l'ont dit, aider les chefs de l'État à dégager les acteurs qui doivent l'accompagner. Bien sûr, parce que si aujourd'hui l'UNC et les autres se sont regroupés, Bemba et les autres font autant, les Samaloukonde, l'informateur n'aura même pas un mois. Aura une tâche facile. Effectivement, ils vont maintenant consulter ces leaders-là qui viendront avec les listes de leurs députés nationaux. Moi j'ai autant, l'autre a autant, et puis ensemble, la majorité est dégagée facilement. Mais c'est ça le problème. Mais si aujourd'hui c'est une question de nombre. Ouais. Si vous raflez la mise, vous avez beaucoup plus de députés. Sur la balance, vous ne pesez pas de la même manière. Effectivement. Alors s'il faut partager les dividendes, comprenez que c'est au désidérata. Tout à fait. Du nombre. Tout à fait. Mais c'est ça que maintenant Vital Kamerhe pêche. Non, Vital Kamerhe n'a pas pêché. Pour ces sociétaires de l'Union sacrée, on a l'impression que Alingalia Bango Papillon. Non, non. D'ailleurs, ce sont des gens qui doivent tirer des leçons du passé pour corriger les erreurs du présent et voir les futurs. Vital Kamerhe a compris ces trois périodes-là. Vital Kamerhe a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie politique. Et Vital Kamerhe... C'est assagi. Effectivement, Vital Kamerhe s'est dit, après avoir commis beaucoup d'erreurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant réparer ces erreurs-là. Et Vital Kamerhe veut maintenant réparer ses erreurs politiques. Parce que pour réparer les erreurs politiques, les postes se partagent au prorata du poids politique à l'Assemblée. Effectivement, si aujourd'hui Vital Kamerhe, par exemple, avec son groupe, a plus de... On parle d'une centaine. Voilà, centaines de députés nationaux. Mais c'est déjà faire face avec centaines de députés aussi de l'UDPS. L'UDPS c'est mosaïque. Tout à fait. Faire aussi face. Alors là maintenant, ça va faire en sorte que les partages de postes soient d'une manière équilibrée, équitable. Alors, ceux qui veulent tirer sur Vital Kamerhe, après la publication du gouvernement, ils vont commencer à faire des déclarations. Pendant ce temps-là, Vital Kamerhe sera servi et il sera donc, je vous dis, parmi les plus heureux de la République. Vital Kamerhe, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire et a compris les enjeux ainsi que les dangers. Et voilà, et a aussi compris les jeux. Et tout à fait. Il faut comprendre les jeux et les enjeux. Et surtout de son partenaire, l'UDPS.
l'UDPS a raflé. Vous voulez dire que ce n'est pas un partenaire fiable? Non, c'est un partenaire fiable. Bon, nous sommes en politique. Mais un partenaire qui a plus... Des fois, les coups bas sont tolérés. Non, même pas. L'UDPS, c'est un partenaire qui a plus de députés. Qui a plus de députés nationaux. Oui, c'est la première force politique à l'Assemblée. Tout à fait, c'est la première force. Une soixantaine. Donc, il faut maintenant faire face. Il faut contrebalancer. Il faut maintenant contrebalancer. Il faut faire face à cette majorité-là. Et c'est ça la démarche des Kaméré. C'est ce que Vital Kamerhe a fait. Donc, moi, je pense qu'au sein de l'Union sacrée, ceux-là qui tirent à Vital Kamerhe doivent revenir et faire la même chose que Vital Kamerhe pour faciliter d'ailleurs la tâche à l'informateur. Mais beaucoup parlent déjà de la fissure de l'Union sacrée. Non, il n'y en aura pas. C'est un décès, c'est un certificat de décès de l'Union sacrée qui vient de signer Vital Kamerhe. Non, Vital Kamerhe, d'ailleurs, vient de sauver davantage l'informateur, vient faciliter la tâche. Davantage le chef de l'État, vient faciliter davantage le partage des postes au sein de l'Union sacrée pour que l'informateur puisse dégager facilement sa majorité parlementaire et de proposer au président de la République afin que le président puisse nommer le Premier ministre. Alors, Maître Arnold Bombolo, nous atterrissons déjà. Il y a eu Ingende, il y a eu aussi d'autres territoires. Bomongo, Boudjala. Je crois que qu'est-ce qui s'est passé là-bas et ça sera aussi votre tour. À Bomongo, Boudjala ainsi qu'à Ingende, tout le monde était au courant de ce qui s'est passé. Il y a eu une fraude, et surtout à Bomongo. Il y a déjà un arrêt avant des droits rendu par la Cour militaire de l'ex-Équateur et a reconnu un candidat comme étant auteur de cette fraude massive électorale et a occasionné des troubles. Alors là-dessus, je demanderai à la population de Bomongo, Makanza, d'entendre un peu parce que la CENI a bien dit les enquêtes continuent. En attendant que les enquêtes de la CENI continuent, que la population soit calme et à la dernière minute, vous aurez une fuite. Au niveau de l'Assemblée nationale, demain c'est déjà la rentrée parlementaire. Ce que je regrette, c'est que cette Assemblée nationale sera composée de députés nationaux inexpérimentés, des députés nationaux sans vision, des députés nationaux sans programme ou des propositions de loi. Parce que sur 480 et quelques députés nationaux qui ont été proclamés, je connais au moins centaines et je connais leurs capacités. Donc quand je vois déjà ces gens-là à l'Assemblée nationale, je me dis, je demanderai d'abord au chef de l'État, après avoir dégagé la majorité parlementaire, si cette Assemblée nationale lui sera coûteuse comme cela fut le cas à la législature passée, moi je lui conseillerais de dissoudre ces parlements et d'organiser les meilleures élections pour que nous ayons des élus. Parce qu'à l'Assemblée nationale, l'absence, je peux être de la majorité ou de l'opposition, mais il faut reconnaître les valeurs des autres. L'absence de Délice Sanga va jouer négativement à l'Assemblée nationale parce que c'est un député qui a plus proposé que les autres. L'absence de tant d'autres députés que moi je connais, de meilleurs à l'Assemblée nationale, c'est vraiment, ça sera un retard pour un parlementaire. Il y a beaucoup de choses que notre Parlement allait faire, que cela n'a pas été fait. Et il fallait que cela soit fait de 2023 en 2028. Voilà pourquoi moi je demanderai au président de la République si cette majorité parlementaire qui sera dégagée lui sera coûteuse comme cela fut le cas, c'est-à-dire des palissades d'institut, j'aimerais bien que le président de la République puisse user de ses pouvoirs constitutionnels pour dissoudre cette Assemblée nationale afin de permettre les meilleurs élus, le texte des fêtes soit au niveau de l'Assemblée nationale. Maître Arnold Bombolo, une mesure drastique, certains diront même coûteuse, mais bon, c'est là, ce n'est que votre avis, dissoudre l'Assemblée, je crois que c'est quand même
très fort, mais c'est votre avis. Mais pour le moment, on vous dit au revoir et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et surtout pour l'invitation. Messieurs et dames, il a été candidat. Je n'aime pas trop utiliser ces mots malheureux, même non proclamés par la centrale électorale. C'est Maître Arnold Bombolo. Il a en tout cas vidé sa poche. Il a dit ce qu'il pense de manœuvre post-électorale. Déjà constaté, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.